Je tatouais pas très bien, quoi. On a quand même une ascension assez rapide, trop plein de shopping, c'était le flou. Il y a ce côté très rock, on retourne sur quelque chose de plus collectif. Question piège ça quand même, hein. C'était mémorable. Bonjour à tous, bienvenue dans notre premier podcast, Money Talks. On a notre premier invité aujourd'hui, Talal, Hey, pour lancer cette chaîne. Bonjour Talal. salut Lou. Ravi de t'avoir. Donc Talal qui est avec nous aujourd'hui, aka Mr Monster, son nom d'artiste, est un tatoueur, artiste, entrepreneur, créateur de contenu également. Grandi au Koweït, passé par Amsterdam, également Copenhague, aujourd'hui basé à Paris, est un artiste et tatoueur reconnu à l'international pour ses dessins de tatouage, dark fantasy, Principalement, qui a fondé également Maison Python pendant 8 ans, c'est ça. qui était considéré comme un des top 3 salons de tatouage parisiens avec plus de 15 tatoueurs dans son salon. Exact. T'es passé également par des études d'art et de communication. Tout à fait. T'es bien renseigné. J'ai bien fait mes devoirs. Bienvenue Talal, Merci beaucoup pour l'invitation. avec plaisir. La première question, je pense qu'on se pose tous, c'est quel a été ton premier tatouage ? Alors, mon premier tatouage, c'est lorsque j'avais acheté ma première machine. Je suis parti aller voir un tatoueur assez connu sur Paris. Je lui ai demandé d'acheter une machine. Il m'a sorti des machines donc à bobine. C'était vraiment les vieilles machines à l'époque. À partir de là, je me suis réfugié dans la dépendance de mes parents pour la tester. Et je me suis fait un petit point et un losange sur le pied. Et c'est très moche, donc je le montrerai pas. Et sur toi-même du coup le premier Ouais, je l'ai tatouage. essayé sur moi-même parce que j'avais peur de directement essayer la machine sur les autres. Ça n'a pas attendu, c'est que dans la soirée, en fait, j'ai des amis qui sont venus, j'ai commencé à les tatouer et c'était un carnage total. Et du coup, c'était des amis, tu les as pas fait payer, c'était quoi ton Non, premier tatouage ? ouais. Beaucoup d'amis aimaient beaucoup mes dessins et me disaient ouais, ce serait trop cool de les avoir en tatou. Et c'est à partir de là, en fait, que j'étais motivé d'acheter la machine. J'ai passé mes soirées avec eux à gribouiller, parce que c'est vraiment du gribouillage, c'était pas du tatouage à l'époque, c'était du gribouillage et je me suis amusé, c'était un peu des toiles un peu fucked up et je tatouais sur eux, c'était mémorable. Et du coup, c'était quoi ton premier tatouage payant pour un client ? Je ne saurais pas te dire exactement, mais en fait, ça a pris une dimension assez surprenante, ça a été hyper rapide, c'est-à-dire qu'un ami en a appelé un autre, l'ami de l'ami de l'ami de l'ami de l'ami, je me suis retrouvé à avoir beaucoup de personnes et à avoir un petit agenda qui commençait à se remplir et j'étais encore, il faut le préciser, dans la dépendance du fond du jardin de mes parents. Donc ma mère, elle voyait défiler des gens toute la journée et elle est trop cool parce qu'elle s'est mise à même leur ramener le thé, les boissons. Donc on avait déjà un haut standing au niveau du service client. J'ai déjà aménagé mon studio, en fait, cette dépendance-là pour pouvoir accueillir du monde. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire payer, mais c'était pas très cher parce que je tatouais pas très bien, quoi. Tu déclarais au départ tes premiers tatouages ? Non, parce que pour moi, c'était juste une petite passion. J'imagine bien. Et maintenant qu'on connaît du coup ton premier tatouage, on aimerait savoir ce que c'est ton premier investissement. Une fois que tu as commencé à gagner des sous, ça a été que ça soit du matériel, un investissement Le premier investissement, quand j'ai vraiment commencé à gagner pas mal d'argent, en fait, que j'ai réussi à stabiliser plus ou moins en fait, le business, j'ai du coup investi dans l'immobilier. Ton tatouage le plus cher ? Le tatouage le plus cher, on serait dans les alentours de 10K. C'est une grande pièce. C'est une très grosse pièce. Et ça t'avait pris combien de temps ? Ça m'a pris environ 8 séances. En termes d'heures, très nul en maths, mais on serait dans les alentours de 35 heures. Deux dernières questions sur cette thématique. C'est ton pire tatouage, parce que ne me dis pas que tu n'as jamais fait de pire tatouage, il y en a forcément un qui est un petit peu plus Il n'y en a pire pas qu'un seul, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que c'était ? Je sais pas si je peux le dire, désolé à cette personne, mais je sais qu'elle se reconnaîtra. C'est un serpent, en fait, avec des ornements à l'intérieur. J'ai eu un peu la main lourde, ce qui fait que maintenant il est tout noir. Et maintenant qu'on connaît ton pire tatouage, on aimerait savoir ton pire investissement. Bonne question. Ouais, j'en ai fait beaucoup, des très mauvais investissements. Plus de mauvais investissements que de mauvais tatouages. Je pense que c'est le contraire. Non, je suis un peu comme tout le monde, quoi. Peut-être un trop plein de shopping qui n'a servi à rien et qui dort et qu'on doit ranger par la suite. J'ai aucune idée du prix moyen de tes tatouages. Ça va vraiment dépendre de la complexité et de la masse à recouvrir. Parce que la taille est grande, plus le tatouage est cher, parce que effectivement, ça va durer plus
plus longtemps et on rentre vraiment dans le détail, donc le prix est plus élevé. On peut calculer ça au prorata aussi à l'heure, mais après il y a des personnes qui tatouent beaucoup plus vite, t'en as d'autres qui sont beaucoup plus lentes. Donc en fait moi je préfère faire à la pièce. On a un panier moyen qui serait aux alentours de 450 € on va dire. Moi j'ai payé celui-ci, c'était 400 ou 500, c'était mes amis qui me l'avaient offert pour mon anniversaire. C'est correct. Ça me paraissait cher et long, et après j'ai failli tomber dans les pommes. C'est une histoire en fait, j'ai beaucoup de personnes qui tombent dans les pommes avant même que je les tatoue, juste quand je leur pose le stencil. Il n'y a pas d'aiguille, il n'y a rien en fait, mais du coup ils ont un petit malaise parce qu'en fait il y a l'appréhension du tatouage. Je pense qu'ils ont un petit stress. Il y a une question que je me posais quand je t'ai rencontré, et là en regardant davantage ton travail, c'est qu'initialement du coup par rapport à ton parcours, t'es artiste, puis tatoueur, ensuite entrepreneur parce que t'as monté ton salon, on en parlera après, et tu fais aussi de la création de contenu, donc influenceur. Comment ces trois personnalités arrivent à cohabiter au quotidien entre avoir le temps de créer, d'avoir le côté justement toute cette création de contenu et l'entrepreneuriat où c'est du management, de l'argent, des rendez-vous, business quoi. C'est assez chaotique pour être honnête. Il y a vraiment la dimension de l'artiste, un peu dark, un peu torturé. Il y a la partie boulot et business qui est beaucoup plus structurée. Donc en fait, je nage à travers différents océans et j'essaie de trouver une certaine stabilité. Ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'effectivement, le tatouage, l'art, il y a ce côté très rock, très on s'en bat les couilles. C'est un peu libre et un peu anarchiste, un peu d'une certaine manière. J'ai voulu quand même structurer ça afin d'avoir une responsabilité et d'avoir plusieurs personnes également donc à sa charge et de driver cet énorme bateau qui est un salon de tatouage. T'es obligé de faire quelques sacrifices et de devoir te remettre les pendules à l'heure. Il y a quelque chose qui me turlupinait, c'est une... Le turlupinet. Quelque chose, la Tu as parlé de turlupine. la notion de levée de fonds. Pour beaucoup de personnes, la notion de levée de fonds, ça va être quelque chose qui va être relié à la tech, aux startups, éventuellement à l'immobilier. Et on va pas forcément se dire que Maison Python, Dark Fantasy, tatouage, on pique les gens, il y a des levées de fonds. Donc apparemment, tu en as fait sur le début de ton parcours. Comment pitch? C'était le flou total. J'étais assez jeune. Après, on a de la chance en France d'avoir un pays quand même qui met à disposition beaucoup de structures, beaucoup d'outils pour les jeunes porteurs de projets, les jeunes entrepreneurs. Donc j'ai fait une formation de jeune entrepreneur à l'ADI où j'ai présenté mon projet devant un jury de banquiers, de patrons. Le projet a été validé et à partir de là, j'ai eu un prêt et une aide de l'État pour pouvoir monter mon business. Effectivement, il faut quand même avoir un peu de sous de côté pour venir avoir un apport personnel, mais je suis passé par ça. Et je me demandais justement, c'était une des prochaines questions sur le fait de manager cet énorme bateau. Je me disais, comme n'importe qui est entrepreneur, chef d'entreprise, on est obligé de faire du management à un moment donné. Et je me demandais comment tu arrives à expliquer à tes tatoueurs anciennement chez Maison Python que, ok, ils sont peut-être très bons artistes, mais en vrai, ils sont pas rentables, donc il y a un souci au niveau peut-être du business et toutes ces questions d'ego justement. C'est une très bonne question et tu touches à un point qui est le point le plus important de ces 8 dernières années. Moi, j'ai pas eu de background de management, je connaissais pas, j'ai appris sur le tas, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je pense pas avoir été le pire patron, mais je pense pas avoir été le meilleur non plus. J'étais vraiment entre les deux et j'essayais de trouver constamment un équilibre pour pas tout simplement froisser les personnes. En fait, grosso modo, le salon de tatouage au tout début s'appelait Black Blade, on dit dans le 18e, c'était un petit salon de 50 mètres carrés. J'avais des artistes et donc le moment où j'ai passé la refonte totale à Maison Python et qu'on a fait un rebranding et un remodèlement de la stratégie globale du salon, là effectivement j'ai dû me séparer de certains artistes qui ne collaient plus à la vision que j'avais du projet et ça a été très difficile. C'est très difficile parce que c'est des artistes qui étaient avec moi dès le début. D'avoir cette posture de dire à quelqu'un qui a cru en toi et qui était avec toi depuis le début, c'est extrêmement dur de devoir leur dire bah c'est fini. On enlève la casquette artiste et on met la casquette business. C'est tout ce que tu viens de poser, c'est de jongler avec toutes ces casquettes-là et d'avoir finalement cette espèce de poupée où d'un coup t'es le gentil, un coup t'es le méchant, un coup t'es... Et c'est hyper dur, mais t'es obligé. En fait, si t'as vraiment envie d'upgrade ton business et d'aller de l'avant, tu seras amené à faire des choix qui sont très difficiles et qui sont éthiquement parlant des fois à la limite de ce que toi tu crois ayant tes valeurs et t'essayes quand même de garder le cap, mais des fois
c'est complexe. Tu parlais de rebranding, juste la notion de rebranding, qu'est-ce que c'est exactement et Alors, comment vous l'avez fait? Le rebrand, c'est une refonte totale de l'image et de la stratégie de communication du salon notamment. Ça peut bien sûr être n'importe quel business. L'idée, c'était de casser avec cette image en fait du nom Black Blade qui était un peu à connotation américaine et très donc black, quelque chose qui ressemblait à beaucoup de salons parce qu'ils utilisent beaucoup très souvent la même dénomination et de partir sur quelque chose de totalement nouveau afin de pouvoir créer une identité qui est vraiment très forte et reconnaissable à travers les autres, pouvoir se positionner avec une image et une identité visuelle qui est vraiment propre à nous, dont la naissance de Maison Python. Maison Python, du coup, on en a parlé rapidement la dernière fois. Ça a fermé. Pourquoi ça a fermé? Quelles ont été les étapes pour toi, justement, pour rebondir? Le shop fonctionnait très bien. J'étais quand même très content. On a quand même eu une ascension assez rapide et le shop s'est placé parmi les 3 meilleurs salons de tatouage sur Paris. On avait vraiment une très belle visibilité, une très belle vitrine. Donc c'était pas un choix très facile. C'est un choix qui a longtemps macéré. Il y a eu une grosse réflexion autour de ça. Je pense qu'il y a aussi une part d'ego parce qu'effectivement d'arriver à monter quelque chose comme ça, on arrive à un moment, on avait 14 tatoueurs, on avait une équipe de 3 personnes en com, enfin c'était comme une grosse machine qui tournait bien. Mais c'est de se repositionner encore une fois. Donc avec toutes ces casquettes, je suis devenu une sorte de personnage totalement schizophrénique et je me suis un peu perdu. Et de savoir si tu souhaites travailler à final pour toi ou est-ce que tu travailles en fait pour les autres. Donc en tant que chef d'entreprise, tu travailles tout le temps plus ou moins pour les autres. Tu t'oublies un moment et c'était ce moment-là que j'avais atteint où j'avais besoin de récupérer ce temps-là afin de pouvoir créer autre chose, mais sans tout arrêter non plus. Donc après un voyage au Mexique où j'ai un voyage très introspectif, où je me suis posé les bonnes questions, à coup de jolis champignons aussi qui m'ont fait traverser les âges. J'ai décidé à ce moment-là, ouais, effectivement, qu'il était temps de changer les choses. J'ai of course demandé donc, aux meilleurs artistes que j'avais encore et aux plus fidèles s'ils étaient chauds de me suivre dans l'aventure d'ouvrir en fait un atelier partagé. On retourne sur quelque chose de plus collectif. On n'arrête pas, on continue sous une autre forme. On gagne en fait un temps pour soi et ce temps-là, tu l'utilises comme tu veux, comme ici sur ce plateau. On va passer à notre jeu vrai ou faux. Pendant 1 minute, je vais te poser des questions et tu vas devoir me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Ok, j'ai peur. Moi aussi. C'est parti. Thomas Edison a accidentellement inventé la machine à tatouer. Faux. Certes. Les personnes tatouées ne peuvent pas donner de sang. C'est vrai. On en parlera ouais, ça après. dépend, ouais. Une femme enceinte ne devrait pas se faire tatouer. C'est vrai. Certes. Les diabétiques ne peuvent pas se faire tatouer. Ça dépend. Il écrit faux, mais effectivement, apparemment, ça dépend. J'ai la fiche, après avec les réponses, on pourra en discuter. Les tatouages colorés sont plus nocifs pour la santé. C'est faux. C'est faux. Il connaît son sujet. Il est interdit de tatouer son chien à New York. C'est faux, ouais, c'est vrai. Il est interdit, c'est vrai que Ben c'est oui. interdit. Un Français de moins de 35 ans sur 5 est tatoué. C'est vrai. C'est vrai. Un Français sur 5 de moins de 35 ans est tatoué. Bah oui. La plus longue séance de tatouage pour plusieurs personnes est de 85 heures. Quoi? J'ai pas compris. Ouais, Plusieurs personnes? Ouais. Ok, peut-être. Ça me paraît beaucoup. Hein. Je comprends pas cette question. Les plus anciens tatouages du monde connus à ce jour datent de 3250 avant Jésus-Christ. C'est vrai. Les Grecs utilisaient les tatouages comme punition pour les esclaves et les criminels. C'est vrai, c'était pas qu'une punition, mais oui, c'était pour les reconnaître aussi et pour assouvir sa domination. Et la dernière, aux États-Unis, une entreprise a offert une augmentation de salaire de 15% à vie à tous les employés qui acceptaient de se faire tatouer le logo de la boîte. Alors ça, je suis sûr que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, même quand tu tatoues certaines marques, tu peux leur demander, en fait, quand tu te tatoues certains logos, tu peux demander à la marque, en fait, de te payer, en fait, des royalties tous les mois. Dont un mec qui est très connu, je me rappelle plus de son nom, qui a plusieurs logos de plein de marques et qui gagne, en fait, des revenus tous les mois grâce à ses tatouages. C'est une manière comme une autre d'investir en soi, finalement. Let's go, gros tatou McDo. Je te demandais par rapport à tes 3 personnalités de faire et de la création de contenu parce que tu es quand même vraiment présent sur les réseaux sociaux et on en parlait, tu as fait des podcasts, tu as fait plein de choses, de gérer toute l'équipe où là tu m'avais dit, moi j'avais noté c'est ça 14-15 tatoueurs plus l'équipe de com, donc vous étiez quasiment 20 au total avec toi, plus j'imagine d'autres intervenants. J'imagine qu'au bout d'un moment ça fait beaucoup et qu'en plus ça reste dans des milieux artistiques, donc il y a quand même la place du tatouage, de la légitimité, de toutes ces choses. Et de l'ego encore une fois. Ça effectivement c'est ça qui change peut-être d'autres structures ou d'autres business où il n'y a pas en fait cet ego qui est très présent parce que là on travaille avec des artistes. Un artiste a effectivement
de l'ego. Et ça, c'est normal en fait, vis-à-vis du travail, de ce que lui souhaite représenter, de la manière dont il se voit, de la manière dont il a envie d'être aperçu aussi. C'est ça qui est aussi très délicat. Ça a posé effectivement plusieurs problèmes et problématiques. Et il y a toujours des solutions. C'est beaucoup d'énergie. J'étais seul à gérer tout ça. J'avais bien sûr délégué. Il y avait des gens qui étaient à leur poste, comme le community manager, la personne qui s'occupe des vidéos, le graphiste. Il y avait plusieurs personnes qui s'occupaient vraiment de chaque pôle. Mais dans tous les cas, tu peux déléguer autant que tu veux, mais tu restes responsable et c'est toi, c'est tes décisions, c'est tes choix. Donc en fait, la moindre bonne ou mauvaise décision a un impact sur toute la structure et donc ça te revient à la gueule, que tu le veuilles ou pas. Donc aujourd'hui, là, tu es dans un salon. C'est où exactement ton salon? Le nouveau salon, c'est Contrôle et je suis très content de cette nouvelle pépite. Là, on se trouve dans le 2e arrondissement. On est vraiment dans le cœur de Paris. On est juste à côté du Grand Rex. Là, on est vraiment sur une nouvelle DA, une toute nouvelle direction artistique et vision. Là, il y a un coffee shop aussi, donc à l'intérieur pour boire ces petits matchas et ces bons cookies. D'ailleurs, les cookies de Gigi sont incroyables. Il y a des cookies 3 chocolats ou... Ouais, c'est exactement celui-là. Ouais. D'ailleurs, dont je parlais, je me suis complètement gavé venu manger des cookies. Tu viendras les goûter. Ils sont délicieux et donc c'est ouf parce que là, on crée quelque chose de nouveau et c'est important pour moi parce que je trouve qu'aujourd'hui, la place de l'individu dans la société dans laquelle on vit, elle a pour moi en fait cette espèce de figure du patron qui amasse finalement le succès, d'une certaine manière, pas tout le temps au détriment des autres, mais l'idée d'avoir cette charge, comme mes années d'expérience passées, j'avais envie vraiment de casser avec ça parce que aujourd'hui, je pense que l'idée du collectif, du groupe est beaucoup plus forte et que de réunir en fait des personnes sous un même piédestal et de pouvoir unir ses forces sous un même toit, c'est aujourd'hui hyper important et je trouve que cette idée de collectif, elle est hyper présente dans le modèle économique qui est en train d'évoluer puisqu'on est vraiment on est dans une nouvelle ère où tu retrouves plein de personnes qui se regroupent en fait pour créer. La Contrôle, on va être vraiment dans quelque chose qui va allier donc le tatouage, il y a le côté coffee shop, il y a des expositions, des collaborations avec des marques de bijoux, des bijoutiers, des illustrateurs, des peintres, des sculpteurs, donc ça va vraiment être une espèce d'endroit qui va être au carrefour de plein d'embranchements différents et je pense que c'est ça qui va faire la force de ce nouveau lieu. Est-ce que tu as réfléchi toi, aux différentes stratégies que tu pouvais mettre en place justement par exemple avec ce nouveau lieu Contrôle ou je sais pas du personal branding, tu m'as parlé la notion internationale pour pouvoir développer, scale ton business, ou à quel point tu as envie de le faire ou aujourd'hui où tu en es, ça va et si tu as envie de développer, comment tu peux le faire? Là aujourd'hui, c'est différent parce que maintenant on est 6 associés. Tous une même structure. Une structure, donc c'est une SM en fait, c'est une structure qui regroupe plusieurs personnes, tous une même bannière. Et là, les pouvoirs effectivement sont partagés, mais il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus le patron et je n'ai plus envie de l'être. T'es soulagé, j'imagine. Je suis mon propre patron, ça suffit. Avec mon équipe de schizophrènes à l'intérieur, du coup, je dois gérer tout ça. Tu toi-même, quoi. T'as pas les emplois du temps des uns et des autres. Exactement. Etc. Après, effectivement, on a des tâches parce qu'on est tous tatoueurs plus autre chose. Donc l'idée, c'est de trouver les forces et les faiblesses de chacun, de mettre en avant les forces, combler les faiblesses des autres. Là, ça crée quelque chose qui est extrêmement puissant, qui fonctionne tout seul. Là, je le vois, c'est incroyable. Quand tu fais confiance et que tu te laisses un peu aller, il y a tout un travail effectivement de laisser les choses se faire et de faire confiance à l'autre et de pas toujours vouloir avoir le contrôle et de lâcher le contrôle, d'où le non-contrôle. Okay. D'où le non-contrôle, ça crée des merveilles. Et là, j'en suis témoin et je le vois et c'est extrêmement agréable. En fait, il y a quelque chose qui s'installe tout par lui-même, par la force des choses, et chacun trouve sa place, et chacun vient mettre un peu sa pierre à l'édifice, à sa manière, et c'est magique. Et là, le lieu, il est en train de prendre forme, et là, comme je le vois, je vous invite vraiment à vous abonner à la page et à venir voir aussi par vous-même. Et on a donc le 23 mai l'ouverture officielle. Faut qu'on vienne. Faut que vous veniez. Et du coup, donc ça, c'est justement un des plans, qui était un des plans, parce que Maison Python, tu l'as gardé combien de temps? Maison Python, Black Blade, enfin de la totalité, on était à 8 ans. Oui, 8 ans quand même. Ouais. Donc aujourd'hui, tu fais ça avec Contrôle. Est-ce que tu as d'autres projections? Je sais que tu as un intérêt aussi pour l'intelligence artificielle dans tes différents hobbies. Est-ce que, je sais pas, avec l'intelligence artificielle, les différents développements qui se passent aujourd'hui dans le monde, etc., tu as d'autres projets avec tout ça? Alors, la question de l'IA ne se pose pas dans le tatouage parce que je ne suis pas un fervent utilisateur et je n'utilise pas l'IA pour créer en fait, mes œuvres. C'est vraiment ma passion
patte et je préfère la garder comme ça. Après, bien sûr, ça peut venir comme soutien pour venir en fait, un côté inspiration, peut-être pour des formes ou pour des corps, pour des personnes, pour venir amener un peu d'aide ou de levier. Mais de l'utilisation à 100%, je suis pas pour. Tout ce qui va être pour l'aspect de l'IA, c'est pour un autre business qui va être à côté. Aujourd'hui, la place de l'IA, c'est important de savoir comment l'utiliser. Je pense que si tu ne t'y mets pas, tu vas perdre un wagon dans les années à venir. C'est quand même un outil qui est formidable. Bon, malgré que ça reste quand même un outil qui pose encore beaucoup de questions, beaucoup de problématiques, même d'un point de vue énergétique, of course. Mais aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, l'IA, par exemple, pour gérer ton emploi du temps, pour répondre à tes mails, ou toutes ces automatisations d'agents sont extrêmement intéressantes. Mais d'un point de vue artistique, pour moi, un artiste se doit d'être un artiste, c'est-à-dire un artiste tatoueur se doit de créer, se doit de dessiner par lui-même. Et c'est ça qui fait un bon artiste et un bon tatoueur. Un artiste tatoueur, après, tu as des tatoueurs qui sont des bons exécutants. À partir de là, tu leur donnes n'importe quelle image et ils peuvent se la reproduire très bien parce qu'ils ont une bonne technique. Mais par exemple, tu vas leur demander de dessiner un truc par tête, ils vont pas savoir. Je pense que c'est même deux métiers différents au final. C'est deux métiers différents, oui. Dessin et celle comme tu disais, d'exécutant. Dans le milieu artistique, l'influenceur n'est pas forcément très bien vu. Et je dis influenceur parce qu'aujourd'hui, on utilise plus le terme de créateur de contenu. On en parlera après, la creator economy et tout ce qui va là-dedans. Content creator. Toi, quelle est ta position par rapport à ça et comment tu réponds à ces personnes qui disent oui, peut-être que Mr Monster, effectivement, c'est un créateur de contenu. Encore une fois, bonne question. J'ai subi de grosses attaques de la part de beaucoup de tatoueurs parce que j'étais pas légitime en tant que tatoueur et en tant qu'artiste. Et j'ai pas été donc très légitime du fait que je sois présent sur les réseaux, que je fasse beaucoup de contenu. Il y a quelque chose d'assez péjoratif du sens t'es influenceur, t'es pas tatoueur. Et ça me fait rire parce que ces personnes-là, aujourd'hui, tu les vois, ils sont tous en train de faire du contenu. Aujourd'hui, encore une fois, il faut toujours balayer devant sa porte et surtout voir comment les choses elles évoluent parce que les outils évoluent, le marché évolue, l'économie évolue et que si tu n'utilises pas les outils qui sont à ta disposition et que tu as envie de rester à l'âge de pierre, c'est ton problème, mais c'est pas le mien. Pour moi, c'est hyper important d'utiliser tous ces outils-là, de marcher avec son temps parce que sinon, tu auras toujours un train de retard. Aujourd'hui, une personne qui n'utilise pas les réseaux pour n'importe quel business, elle se tire une balle dans le pied. À quel moment tu t'es rendu compte que la gestion justement de tes finances, que ce soit de la boîte ou perso, tu avais peut-être besoin d'accompagnement et que tu étais peut-être un petit peu perdu là-dessus? Je pense que j'aurais eu besoin d'un accompagnement dès le début. Ça a été très complexe, toutes les questions d'impôts, de taxes, de TVA. J'ai appris ça aussi sur le tas, comme le management. Donc j'ai eu des comptables qui m'ont quand même plus ou moins aidé à comprendre et à mettre un peu d'organiser tout ce bordel. Mais ça a pris du temps, même jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture. Il y avait encore des choses qui étaient pour moi totalement lunaires, sur lesquelles il y avait encore des points noirs. Mais globalement, c'est hyper important et c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'accompagnement de ces jeunes entrepreneurs et de ces artistes sur ce point-là, qui est pour moi donc un point qui fait peur à beaucoup de monde. Pour moi, c'était comme me parler une autre langue totale. Et c'est bien dommage de ne pas rendre les choses beaucoup plus simples et peut-être expliquer aux gens que non, c'est pas la mer à boire, non, il ne faut pas en avoir peur et au contraire, il y a des solutions et il y a des choses à mettre en place pour pouvoir effectivement optimiser sa boîte et pas perdre de l'argent parce que finalement, quelqu'un qui a une mauvaise structure financière, sans le savoir, perd énormément d'argent. Et si la personne, elle s'est plus ou moins structurée globalement avec 2-3 petites solutions assez simples, elle peut optimiser finalement son chiffre d'affaires tous les mois et dormir sur ses deux oreilles. J'ai ouï dire à l'oreillette que tu avais peut-être la volonté un jour d'aller à Kuala Lumpur. Ouais. Kuala Lumpur. T'as dit quoi? Kuala... On dit attends brut ou net, j'ai une Kuala blague Lumpur. Si aujourd'hui, une petite fée te donne 300 000 € pour t'installer à Kuala Lumpur, Ok. pour ouvrir le shop de tes rêves avec toutes les ressources nécessaires, ou sinon tu restes à Paris en ayant 10 000 € par mois toute ta vie, mais à tatouer des choses extrêmement limitées telles du carpe diem, du papillon, des choses comme ça. On peut pas prendre les 10 000 € et s'installer à Kuala Lumpur? La petite fille, elle va pas être d'accord. Non, je pense que je prendrais les 300 000 et je vais m'installer à Kuala Lumpur. Même si j'adore les petits papillons et les carpe diem et no offense. Et ouais, non, je préfère tatouer quand même ce que j'aime. C'est une question piège ça quand même, hein? Ouais. Ah ouais. Il y a une petite hésitation quand même. Ah oui, forcément. Merci Talal pour aujourd'hui et d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup à toi Lou pour l'invitation. On a hâte de passer le 23 mai. Le 23 mai, chez Contrôle, venez manger les délicieux cookies et boire des super lattés et vous faire tatouer. Génial, merci beaucoup. Merci à toi.